Bonjour à tous. Donc effectivement, nous sommes dans un car rétrofité. Donc un car rétrofité, c'est un car qui a plus de 5 ans et sur lequel on est venu finalement enlever toute la motorisation thermique et remplacer par une motorisation électrique et hydrogène. En fait, le décret du rétrofit, c'est un décret qui est récent, qui date de 2020, qui permettait d'électrifier tout véhicule qui a plus de 5 ans, dans le but de réduire ses émissions de CO2. C'est pour ça, vous avez bien remarqué, on n'est pas dans un car neuf, ou un bus neuf comme on a pu voyager ce matin, mais on est dans un car qui a plus de 5 ans, il doit avoir, je pense qu'il doit être de 2016. On a enlevé sa motorisation thermique, on a remplacé par un moteur électrique, des batteries, et en plus de ça, une pile à combustible qui, par réaction chimique, fait de l'électricité, produit de l'électricité à partir de l'hydrogène stocké dans les réservoirs. Une des différences notables par rapport au bus, et ça a été évoqué notamment lors de la présentation de la station Ataoué, nous on est donc sur une technologie avec des réservoirs à 700 bars. Et donc on a 3 réservoirs qu'on pourra voir tout à l'heure à l'arrière. Donc ce rétrofit il est réalisé donc chez GCK Mobility. GCK Mobility c'est aussi une société qui est récente, mais qui date de 2020, date à laquelle le décret rétrofit est sorti. Donc on fait partie du groupe GCK, qui est aussi un groupe récent, qui a été créé en 2019, qui aujourd'hui rassemble 8 sociétés, à peu près 300 personnes. Et le siège de GCK est basé dans le Puy-de-Dôme à côté de Clermont-Ferrand. Et notre site de rétrofit est également du coup à Courland d'Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand. On a à peu près 3500 mètres carrés qui nous permettent de faire, on va dire, une dizaine, entre 10 et 15 rétrofits par mois, à horizon fin 2025. Aujourd'hui, le car dans lequel on roule actuellement a roulé pour les Jeux Olympiques. Et donc on a livré 10 véhicules cet été à notre partenaire Big Green. Et on va livrer d'autres véhicules pour la région Auvergne-Rhône-Alpes pour alimenter certaines lignes de la région avec des cars rétrofités hydrogène. Donc aujourd'hui, pour le rétrofit, on propose 3 modèles, 2 types de rétrofit sur du Crossway Normal Floor, donc le véhicule dans lequel aujourd'hui nous voyageons. Donc un premier véhicule équipé d'une pile Toyota, comme ça vous voyez les tétières Toyota, et un autre véhicule équipé de piles à combustible Symbio, donc un partenaire local basé dans la région lyonnaise qui développe des piles à combustible qui seront du coup intégrées dans nos autocars et notamment les autocars de la région. Et on propose aussi un 3e type de rétrofit sur toujours un type Crossway, un autocar Crossway, mais avec un plancher bas qui est du coup plutôt un profil urbain ou interurbain. Une fois qu'on sera arrivé à Châtel, on pourra faire le tour du véhicule. Vous verrez donc les réservoirs qui sont aujourd'hui dans le compartiment moteur et les batteries qui sont elles plutôt dans les soutes. La contrainte du rétrofit, c'est qu'on doit du coup venir s'intégrer dans l'enveloppe existante du véhicule. On ne peut pas rajouter comme on veut des réservoirs sur le toit, rajouter des composants qui viendront modifier l'enveloppe du véhicule. Il faut vraiment s'intégrer dans le véhicule existant, ce qui rend finalement le rétrofit complexe à réaliser. Vous verrez quand on ouvrira le capot du compartiment moteur que tout rentre un peu au chausse-pied. C'est la difficulté du rétrofit. Une autre des difficultés, c'est aussi les systèmes de communication. On intègre tout un tas de composants qui bien sûr communiquent entre eux, mais on doit aussi communiquer avec l'existant. L'avantage de l'hydrogène, c'est de pouvoir du coup aller chercher un peu plus d'autonomie que des véhicules uniquement électriques. Là, on dit que l'hydrogène et la combustible viennent comme une prolongation d'autonomie. Donc là, en fait, en ce moment sur le plat, le moteur électrique est uniquement, on va dire, alimenté par l'électricité des batteries. Mais dès qu'on va prendre un petit peu de hauteur, c'est là où la pile à combustible va permettre d'alimenter en permanence le moteur. Donc on va consommer de l'hydrogène et bien sûr les batteries pendant toute la période de montée.
Et puis ensuite, sur toute la descente, là on va récupérer l'énergie. C'est vraiment l'enjeu de la conduite électrique hydrogène, c'est de pouvoir récupérer l'énergie sur la période de descente, et ce qui va nous permettre de rentrer au dépôt sans problème. Parce qu'une des difficultés de l'expérimentation, c'est qu'on est du coup avec une station de 350 bars, alors qu'on a des réservoirs 700 bars, donc on fait moitié plein. Mais vous voyez qu'avec une moitié plein on y arrive, donc si on se projette... On n'est pas encore arrivé, je parle un peu trop vite. Mais voilà, si on se projette un petit peu, on voit les capacités d'un véhicule électrique hydrogène. Je ne sais pas si vous avez des questions, après on fera le tour du véhicule, donc on pourra rentrer un peu plus dans le détail de la technique. L'avantage du rétrofit, c'est bien sûr de valoriser l'existant. Voilà, on parle aujourd'hui beaucoup d'économie circulaire, donc voilà, le rétrofit c'est avant tout favoriser l'économie circulaire et valoriser un parc de véhicules existants, et se dire qu'un véhicule il a 7-10 ans, il n'est pas forcément bon à jeter, on peut en faire quelque chose. Donc on valorise ce parc de véhicules, et en plus de ça on injecte des composants au maximum locaux. Je parlais des réservoirs, je parlais de la pile à combustible. Les batteries sont des batteries de GCK Batteries. Donc voilà, c'est tout un écosystème, un tissu industriel que l'on fait vivre par le biais du rétrofit et par le biais de GCK Mobility. Combien de temps ça vous prend pour faire un truc comme ça? Alors aujourd'hui, tout le processus de rétrofit nous prend à peu près entre 3 et 4 mois. Parce qu'il y a encore une phase de mise au point, que ce soit des véhicules, mais aussi de mise au point de notre outil industriel et de notre processus industriel. Donc aujourd'hui, voilà, c'est entre 3 et 4 mois, mais on a vocation à pouvoir faire ça à terme en 4 semaines. Mais en fait, on reçoit un véhicule donc thermique. Donc la première étape, c'est de déposer les composants thermiques. Ensuite, on fait une modification du châssis, surtout sur la phase arrière du véhicule, pour intégrer les composants, enfin les réservoirs, les piles à combustible. On modifie un petit peu la structure du châssis. Ça aujourd'hui, ça nous prend à peu près 2 semaines de déposer les composants et de modifier le châssis. Et ensuite, voilà, on va venir intégrer les nouveaux composants. On a à peu près 4 semaines, on va dire, de montage. Et après, on a 4 semaines de tests, mise au point, de tests de communication entre les différents réseaux de communication autour du véhicule. Est-ce que vous avez des standards, des homologations qui existent déjà, ou c'est cas par cas et vous devez... Si, justement, merci pour la question, c'est un sujet que j'aurais dû aborder. Voilà, la contrainte du rétrofit, elle est liée surtout à l'homologation. Donc aujourd'hui, le véhicule dans lequel on roule, et si on peut rouler avec autant de personnes dans ce véhicule avec un chauffeur qui n'est pas un chauffeur de GCK, c'est bien que le véhicule est homologué. Et donc le véhicule est homologué, c'est ce véhicule-là, donc le Crossway avec la pile à combustible Toyota. C'est un modèle bien spécifique, c'est-à-dire qu'à l'origine, ce véhicule avait une motorisation, c'est un moteur 7 litres, pour ne pas rentrer dans les détails, et c'est bien ce type de véhicule qui est homologué. De façon sur les véhicules thermiques, on a le même véhicule mais avec un moteur 9 litres. Aujourd'hui, typiquement, il n'est pas couvert par notre homologation. Il va falloir qu'on aille chercher une extension d'homologation pour pouvoir faire la même procédure. Donc c'est quelque chose qui est une vraie contrainte. Nous, commerciaux, c'est parfois un peu frustrant parce que nous, on a beau dire qu'on sait faire du rétrofit sur du Crossway normal floor, et puis derrière, on voit qu'il faut vraiment aller dans le détail pour s'assurer que le rétrofit que l'on propose, il colle bien à un véhicule donné. Mais plus ça va aller, plus on aura d'extensions d'homologation qui nous permettront d'élargir la gamme. Donc aujourd'hui, ce véhicule-là est homologué. Le Crossway Low Entry, donc avec un plancher bas, est aussi homologué. On le livre notamment à Piolis sur la région de Clermont-Ferrand. Et on propose aussi une homologation sur le double bis Symbio qui sera homologué là, ce mois-ci pour ensuite être livré pour la région Rhône-Alpes. Après on a d'autres projets aujourd'hui, donc là c'est bien une motorisation électrique avec un prolongateur d'autonomie hydrogène. On a aussi des projets, nous, chez GCK, pour des rétrofits soit 100% électrique, soit hydrogène avec moteur à combustion.
notre vision, enfin, notre volonté, c'est d'être agnostique en fonction des usages et un rétrofit qui peut correspondre plus que d'autres. Typiquement, si on se concentre sur le rétrofit pile à combustible comme celui d'aujourd'hui, voilà, à nos yeux, pour l'usage tel que l'on a aujourd'hui, ce rétrofit colle parfaitement. Par contre, si on était peut-être sur un environnement où on faisait encore plus de dénivelé ou plus de kilomètres, éventuellement il faudra peut-être envisager un rétrofit avec 2 piles Symbio où vous avez un peu plus de puissance ou des réservoirs supplémentaires pour faire un peu plus d'autonomie. Voilà. Et là, c'est tout le travail de GCK d'analyser l'usage de nos clients en exploitation réelle pour leur dire ce véhicule-là répondra peut-être mieux à vos besoins qu'un autre. Alors, oui, alors, effectivement, GCK a beaucoup de projets, c'est clairement la force du groupe, mais ça peut aussi se transformer en faiblesse parfois, mais en tout cas, c'est le sujet, c'est comme ça qu'on souhaite avancer, savoir de nombreux projets. Donc, le rétrofit, on le propose sur les autocars. On a aussi un projet sur des bennes à ordures. Donc 2025 expérimentation en autocar, peut-être enfin, premier semestre 2025 expérimentation avec les autocars aujourd'hui, cette semaine. Pourquoi pas prévoir une expérimentation avec une benne à ordures à la fin de l'année ou en 2026 en tout cas. Nous on aura le produit pour pouvoir faire des rétrofits sur des bennes à ordures ménagères. Donc on livre nos premiers clients à la fin de l'année. Donc là c'est des collectivités du type Auxerre, Dunkerque et Créteil qui nous font confiance pour la benne à ordures. C'est un produit qui a beaucoup d'intérêt. Et encore une fois, c'est un produit sur lequel la pile à combustible et l'électrification a de l'intérêt, parce qu'on est sur un usage urbain, donc on bénéficie, on fait beaucoup d'arrêts, donc on bénéficie de la récupération d'énergie. Et bien sûr, c'est du coup les avantages d'être une motorisation électrique qui est silencieuse. Je l'avais dit au démarrage du projet, on m'avait questionné si on était capable de fournir une benne à ordures pour le test, mais là c'était un petit peu tôt. Les premières vont sortir à partir de la deuxième partie de l'année. Et après, effectivement, on a aussi initié des projets sur des dameuses, sur une dameuse. On avait un projet avec l'Alpe d'Huez, bon finalement ça a été un peu mis en stand-by avec la difficulté de monter une station hydrogène à l'Alpe d'Huez. Mais c'est voilà, techniquement on l'a réalisé, on sait que ça peut fonctionner. Après il y a des contraintes d'exploitation mises en place qui peuvent être supérieures à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, même si voilà, là il y a un gros travail qui a été fait pour permettre cette expérimentation, avec de nombreuses contraintes qui ont été levées pour qu'on puisse être là aujourd'hui et dérouler ce projet sur ces 2 semaines. Mais vous pouvez imaginer que en station de ski, ça serait encore plus contraignant, avec les problématiques de foncier aussi et de terrain pour pouvoir déployer un tel dispositif. Combien coûte un rétrofit en comparaison avec le remplacement par véhicule? C'est vrai que les avantages du rétrofit sont nombreux, mais un des avantages bien sûr c'est la partie économique. Donc on considère qu'on est à, si on compare un véhicule neuf hydrogène, hein, on est à peu près à 50% du budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un autocar neuf c'est autour des 800 000 euros. Et là pour transformer le véhicule, on est plus proche des 350 000 euros. Que la transformation. Après, voilà, on peut valoriser aussi le véhicule d'origine, qui a une valeur comptable. On peut aussi faire une rénovation à mi-vie pour que l'intérieur soit peut-être rénové, que ce soit la sellerie ou la carrosserie. Mais globalement, voilà, faut considérer moitié moins que sur du neuf. Et sur une benne à ordures, la même chose? Et c'est même encore plus frappant. Enfin, voilà, c'est plus clair cet écart de prix, parce qu'il y a déjà peu d'offres en benne à ordures neuve. Et on est presque au-delà du million sur une benne à ordures hydrogène. Donc voilà, le rétrofit a d'autant plus d'intérêt. Et c'est vrai que voilà, les avantages du rétrofit, bien sûr c'est la partie économique, c'est favoriser l'économie circulaire, c'est comme je l'ai dit, avoir une transformation rapide et bien sûr voilà, atteindre les objectifs communs pour lesquels on est là aujourd'hui sur la réduction des émissions de CO2.
cas, vous êtes aussi d'ores et déjà invité à venir nous rendre visite à Cournon d'Auvergne. Voilà, c'est vrai, c'est un savoir-faire bien spécifique. On en est très fiers et chaque fois qu'on fait visiter notre atelier, notre usine, les gens sont assez impressionnés par ce savoir-faire, que ce soit dans les ateliers, mais aussi dans le bureau d'études, qui est un peu le nerf de la guerre, on va dire. C'est vraiment une prouesse épique. Si je m'arrête 2 minutes sur la conduite avec ce type de véhicule, voilà, il faut vraiment pouvoir jouer entre l'énergie donnée par les batteries, parce qu'en fait c'est en permanence c'est les batteries qui donnent l'énergie au moteur, et dès que voilà, on a besoin de puissance plus importante, c'est la pile à combustible qui va venir donner le complément. Et après du coup on joue aussi avec la récupération d'énergie dès qu'il y a une phase de descente, avec le tailback qui est le ralentisseur, on récupère de l'énergie, ça va nous permettre de descendre, de faire le trajet retour finalement sans consommer de l'hydrogène. Il a fait dans la région aussi, alors je vous disais, on fait du rétrofit électrique hydrogène, du rétrofit électrique et du rétrofit moteur à combustion hydrogène. Dans la région, sachez qu'on a rétrofité aussi les bateaux du lac d'Annecy. Voilà, enfin, on en a rétrofité 3, il y a 2 autres chantiers en cours. Par contre, on est à rétrofiter en 100% électrique. Oui, tout à fait. En fait, ils seront prêts à la conversion hydrogène. Après, il y a des problématiques de place. Voilà, c'est des environnements très confinés, donc il faut pouvoir loger les bouteilles. Et ça, c'est aussi un enjeu. Merci beaucoup. Alors cette expérimentation, elle est possible sur notre territoire grâce à la volonté politique. Madame la Présidente est toujours volontaire pour qu'on puisse tester, expérimenter, être innovant. Merci beaucoup. Et cette expérimentation, elle est possible aussi parce qu'on a des partenaires financiers qui ont bien voulu jouer le jeu et nous accompagner pour participer financièrement au déploiement de cette expérimentation. Donc je vais les citer, je ne vous vois pas, mais si, coucou. Donc notre partenaire de longue date maintenant, Tenerdis, pôle de compétitivité des énergies en Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous a permis de rencontrer Aura 2E et d'intégrer un financement européen, Interreg, le financement Amétis, mais je vous laisserai la parole pour présenter le dispositif. L'ADEME, qui est aussi un partenaire de la communauté de communes, qui du coup finance cette expérimentation. C'est important pour eux aussi d'avoir des tests en situation d'exploitation sur les territoires pour avoir des infos, collecter de la donnée en situation réelle d'exploitation. Donc ça veut dire que les usagers du territoire ont pu monter dans l'autocar et dans l'autobus sur les 11 jours d'exploitation. Et puis la banque des territoires. Je vais passer la parole à Flavie Robotier de Tenerdis. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc je représente avec mes collègues le pôle Tenerdis. On est partenaire de la CCPVA depuis 2022 et on est ravi d'accompagner la collectivité sur différentes thématiques qui recoupent nos thématiques sur les énergies renouvelables, puisque nous sommes le pôle de compétitivité de la transition énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes et nous balayons l'ensemble des filières ENR. Nous réunissons à peu près 300 adhérents qui sont à la fois des adhérents privés, petites entreprises, start-up comme grands groupes, laboratoires de recherche, centres de formation et collectivités, territoires. Et c'est extrêmement intéressant et pour nous c'est très concret de voir des projets de ce type émerger. Comme le disait Sandra, c'est possible parce qu'il y a tout un écosystème qui se met en place autour de ces projets.
Il y a les financeurs, il y a une volonté politique forte. Sans cette volonté politique, ces projets ne peuvent pas émerger. Merci d'ailleurs aux élus et merci aux services de la CCPEVA qui ont porté cette expérimentation. Et tous les partenaires qui vont intervenir aussi, que vous avez déjà pu voir ce matin. Alors peut-être je vais me faire juste la porte-parole de l'ADEME et de la Banque des Territoires qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais qui ont financé cette expérimentation parce que elle se fait, comme l'a dit Sandra, dans des conditions en situation réelle, et qu'aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est vraiment de savoir dans quelles circonstances l'hydrogène est un atout. Quelles sont les données précises? Comment ça va fonctionner? Parce qu'on a des expérimentations, on a des véhicules qui roulent, mais ce bus, ce car et le bus, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, mais sont monitorés, équipés pour pouvoir recueillir un maximum de données et pouvoir ensuite les analyser. Et ça, c'est extrêmement précieux, y compris pour des financeurs comme l'ADEME ou la Banque des Territoires. On a besoin de ces données pour pouvoir avancer et faire les bons choix en matière de décarbonation à l'avenir, décarbonation des transports notamment. Juste pour le projet Améthyste, on va vous présenter très rapidement ce projet européen qui contribue avec plaisir à cette expérimentation. Et pour présenter ce projet, je vais laisser la parole à ma collègue Estelle Périnel, qui est en charge de la filière hydrogène chez Tenerdis, et Étienne Viennot, qui est de Doradozeux, qui je ne vois pas, mais qui doit être... qui est là. Je vais vous laisser la parole pour venir présenter très rapidement Améthyste et l'enjeu de ce projet européen dans lequel la démarche de la CCPEVA s'inscrit parfaitement. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Étienne Viennot, je suis responsable du pôle Europe au sein de Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, l'agence régionale de l'énergie et de l'environnement. Juste quelques petits mots sur Améthyste. Améthyste, c'est une petite émotion pour moi d'être là aujourd'hui, parce qu'Améthyste, c'est un projet qu'on a réfléchi il y a déjà 4 ans et demi. Et qu'on a réfléchi dès le départ avec d'autres acteurs alpins qui se sont posés les mêmes questions que nous. Quelle place pour l'hydrogène? Comment diffuser, produire de la connaissance, essayer de faire des expérimentations. Donc dans notre consortium alpin, on a des acteurs d'Italie du Nord, des Slovènes, des Suisses, pas très loin d'ici, le Val de Bagne, qui chacun expérimente un peu des tronçons de ces écosystèmes qu'on essaye de monter, des écosystèmes hydrogène de montagne. Alors on a par exemple, qui travaille avec l'agence de l'énergie du Friouli, où eux travaillent beaucoup sur la production d'hydrogène vert, parce qu'ils ont des régies de production d'élec en montagne, comme on a beaucoup dans les Alpes, et qui produisent et cherchent à produire de l'hydrogène, et qui sont un peu limités sur les usages. Ils veulent produire de l'hydrogène, mais ils n'ont personne qui s'en sert. Donc ils essayent de travailler sur les usages. On a d'autres acteurs qui travaillent, par exemple au Tyrol, en Autriche, sur avoir à l'échelle parfois d'une entreprise et de la production et l'utilisation d'un camion qui va faire des livraisons au sein du Tyrol. On a d'autres partenaires qui explorent parfois des usages stationnaires de l'hydrogène dans des hôtels, dans des refuges, et puis d'autres qui sont plus proches aussi de démarches comme portées par la CCPEVA, ou qu'il peut y avoir en parenthèse, sur vraiment essayer de travailler sur du transport de personnes dans des zones touristiques avec des activités parfois touristiques assez denses, et qui se posent aussi bien la question de l'usage, mais aussi de la production sur site, de la production sur ces territoires à travers la production au départ d'électricité renouvelable. Alors, au niveau européen, les Alpes sont assez dynamiques. On voit les régions allemandes, notamment du Bade-Wurtemberg, en Autriche, beaucoup d'initiatives. Beaucoup de ces régions sont aussi engagées dans des projets hydrogène vallée, comme le projet Imagine qui est porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes.
et qui crée vraiment une dynamique intéressante. Et je pense que c'est quand même très important dans ces nouvelles filières un peu qui émergent, de coopérer et d'échanger avec nos copains italiens, suisses, autrichiens, etc. Parce qu'on a exactement le même paysage, on a exactement les mêmes contraintes, on a les mêmes challenges, mais on a aussi les mêmes opportunités. Voilà, je vais laisser Estelle plutôt sur ce qui se passe en région sur le projet. Merci Étienne, bonjour à tous, je suis ravie également d'être ici. Donc Estelle Périnel, chargée de mission innovation Tenardis, en charge de la filière hydrogène. Donc effectivement aujourd'hui on est très fiers parce que ce projet c'est vraiment l'aboutissement dans le cadre du projet Améthyste de l'engagement de la CCPVA avec différents partenaires adhérents Tenardis, donc GCK, Live qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui et dont je vais dire un petit mot pour les représenter. Donc Live c'est un producteur d'hydrogène renouvelable qui a plusieurs sites en Europe et quelques-uns en France avec des parcs, des raccordements de parcs éoliens pour produire cet hydrogène vert. Et tout récemment, ils ont installé un parc de production au Chénin. Et puis Attaway également. Donc là, on est vraiment à l'aboutissement de ce projet qu'on porte dans le cadre d'Améthyste, et puis d'autres projets aussi qu'on soutient toujours dans ce projet européen Interreg sont en cours de réalisation, notamment un projet pilote porté par GEG avec le département de la Savoie et Attaway sur la mise en place d'un engin de déneigement. Donc on est vraiment en phase de faisabilité pour l'instant, mais on le suit dans le cadre d'Améthyste. Et puis le projet de la CCPMB, donc Pays du Mont-Blanc, comité de communes Pays du Mont-Blanc, qui travaille sur une étude de faisabilité pour la mise en place d'une station multi-énergie, donc avec l'hydrogène aussi à prendre en compte. Voilà pour les projets en cours au sein de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous avez des questions ? Tout est clair. Entre Imagine et Améthyste, il y a une relation, c'est juste des contacts, des Alors Améthyste, là on arrive au bout, j'ai oublié de préciser, du coup ça me fait penser à ça, merci beaucoup. On clôture le projet Améthyste et vous serez tous invités si vous le souhaitez en octobre de cette année ou en novembre, première semaine de novembre, c'est la date est encore à caler. Mais effectivement, Imagine c'est un nouveau projet Clean Hydrogen Partnership qui s'est lancé en début d'année dernière sur la grande vallée de l'hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes, et l'idée c'est vraiment de faire des symbioses entre Améthyste et Imagine, et les résultats qu'on obtient aujourd'hui, les retours d'expérience dans ces différents territoires, on va complètement les intégrer dans Imagine pour que nous on travaille dans cette vallée hydrogène et qu'on puisse répliquer au mieux ce qui a été fait déjà d'ores et déjà. Et puis c'est bien d'avoir aussi les retours de nos partenaires suisses, nos partenaires italiens à intégrer dans Imagine, qui est plus long et qui se terminera en sur 6 ans, 2029. Voilà. Donc merci à tous nos financeurs, merci effectivement à tous nos partenaires techniques. Il y a un partenaire technique qu'on n'a pas nommé encore, pourtant indispensable parce qu'il nous permet effectivement, comme l'a dit Flavie, de faire le monitoring des véhicules et d'avoir toutes ces données précieuses à collecter pour remonter les infos à nos partenaires financeurs, mais aussi pour nous, pour nos élus, pour nos services, pour pouvoir faire le choix du transport de demain, du transport décarboné de demain, et c'est le bureau d'études de Greenmot. Est-ce que vous voulez venir dire un petit mot aussi de votre structure ? Ouais. Société Greenmot, effectivement, on est particulièrement spécifié sur l'évaluation de performance. Alors Powerpack, tout le groupe motopropulseur sur véhicule, ou pas forcément sur véhicule d'ailleurs, et sur la performance thermique moteur et thermique habitacle. Voilà, le confort dans le véhicule c'est important. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que je fais là ? Nous, on a instrumenté les véhicules avec tout un ensemble de capteurs pour évaluer la performance, parce qu'on est sur des comparaisons de performance quand même aujourd'hui, sur 11 jours même plutôt, et pour faire des relevés de mesure, et à un moment donné, après un post-traitement important, par
parvient à avoir des éléments pas forcément de conclusion, mais en tout cas d'indication pour pouvoir prendre la bonne décision. Donc aujourd'hui, ça se fait sur des véhicules hydrogène. Et avant tout, un véhicule hydrogène, c'est finalement un véhicule électrique qui a un prolongateur d'autonomie. Mais on fait également ça sur des véhicules full élec, donc des bus, mais également des camions. J'entendais parler tout à l'heure de bennes à ordures, on peut faire également ça. Et je voulais préciser qu'on a également aussi un acteur local, parce qu'on est à Villefranche-sur-Saône, certains doivent connaître, c'est pas loin de Lyon, où donc nous avons 2 sites qui sont équipés pour toute l'activité effectivement d'évaluation de véhicules, qui sont équipés de cellules de test, donc avec un certain stress climatique qu'on peut faire subir pour violenter les véhicules et les mettre en situation donc, de stress et voir comment ils réagissent, notamment par rapport à la gestion thermique, c'est très important une fois de plus. Voilà, et donc je remercie effectivement la CCP VAB, elle nous a fait, Madame Servoz en particulier, nous avons fait confiance sur le sujet pour faire ces mesures. On verra si elles sont bonnes d'ici quelques jours. Voilà, merci. C'est quoi comme type de mesure? Reprenez le fichier de l'ADEME et vous saurez. Non, c'est véritablement de la mesure, donc, comme je disais, de performance. Donc on va parler en couple, on va parler en consommation, en courant, en tension, en newton-mètre, en kilowattheure. Ça vous donne, je pense, des indications. Donc imaginez tous les types de capteurs qu'on peut effectivement mettre. Mais l'objectif, c'est de déterminer un niveau de consommation, une performance, une autonomie. C'est ça dont on parle sur un véhicule comme ça. Déterminer une autonomie sur une consommation. Et ça avec tous les facteurs qui peuvent impacter sur cette consommation. S'il fait très froid et que vous avez besoin de mettre du gros chauffage, par exemple, vous allez être beaucoup moins autonome. Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'on évalue. On peut aller très très loin, on peut descendre très profondément on peut dire vraiment dans la technique et la performance mobilité. Je passe les détails, mais on peut effectivement aller très très loin. Je rajoute juste un point effectivement par rapport aux activités de Greenmud. Donc vous l'aurez compris, on est une société spécialisée dans les essais et les mesures, donc performance. Mais on est également constructeur même, on est officiellement constructeur puisque sur une conjonction de beaucoup de compétences qu'on a pu acquérir au travers du testing et de l'analyse qu'on a eu des véhicules de nos clients. Nos clients qui sont constitués de l'intégralité de tout ce qui roule sur et hors de la route. On est devenu constructeur puisqu'on fait du rétrofit aussi, mais sur une technologie full élec cette fois, donc uniquement sur une technologie donc, de batterie. Donc c'est pas le cas aujourd'hui, mais effectivement voilà, on bénéficie d'un certain retour d'expérience et légitimité pour l'évaluation de ce type de véhicule. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Je garde encore un peu l'idée, c'était de poser la question à tous, nos partenaires techniques, mais aussi nos financeurs. Pourquoi avoir fait ce pari de l'hydrogène? C'est à moi que vous posez la question. Ouais, c'est le premier. Alors nous, on a fait le pari de la batterie, mais... Non, le pari de l'hydrogène, d'une façon générale, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, c'est un excellent exemple. Il y a la ZFE qui s'y met, Grégory Doucet qui s'est mis effectivement sur le sujet très fortement, avec beaucoup d'implications. Il a mis en place la ZFE dans Lyon. On voit qu'effectivement, les mobilités nouvelles, les énergies nouvelles, c'est quelque chose qui va être extrêmement démocratisé, on va dire, dans les prochains temps. Ça se diffuse par capillarité, probablement d'ailleurs, doucement à l'échelle d'une région. Je sais que vous n'êtes pas la seule. On agit en Europe, mais déjà sur la France, je sais que vous n'êtes pas la seule région à vous intéresser à l'ensemble des énergies nouvelles. Alors je ne parle pas que de l'hydrogène, je parle de l'électrique, du gaz aussi. Donc vraiment sur des applications de mobilité très consommateurs. C'est également très visible pour des administrés quand on veut effectivement signifier, symboliser un acte fort au niveau des énergies nouvelles, faire circuler des bus électriques. C'est une excellente publicité pour être très clair et franc, et qui plus est efficace écologiquement. Donc
Donc voilà, il faut effectivement faire confiance à ces énergies-là et aux incitations que certaines collectivités locales peuvent mettre en place. Même question. Merci beaucoup. Alors chez GCK, on croit beaucoup aux zéro émission de CO2 et vous l'avez vu un petit peu ce que Henrik a pu raconter tout à l'heure sur la manière agnostique qu'on approche nous le sujet de la décarbonation. On pense vraiment qu'il y a un mix énergétique qui va se faire et qui est en train de se faire. Donc il va y avoir des véhicules électriques, il va y avoir des véhicules hydrogène, il va y avoir potentiellement d'autres solutions. Aujourd'hui les solutions les plus avancées, on pense que c'est l'électrique et l'hydrogène. Voilà, il y a des choses que l'électrique peut faire, mais il y a des choses qu'elle ne peut pas faire et qu'on peut compenser via l'hydrogène. Et nous, on est vraiment sur le zéro émission de CO2 et aujourd'hui, on peut même aller avec les expérimentations qu'on a en cours sur le moteur à combustion hydrogène, envisager aussi de garder nos industries sur les moteurs à combustion avec la combustion hydrogène. Donc c'est aussi un pari fort. Il y a aussi les questions qu'il faut se poser de souveraineté, de pouvoir produire cet hydrogène. On peut le produire aujourd'hui en France, on a aussi les capacités de le produire via de l'énergie verte. Voilà. On est en train d'en avoir de plus en plus. Et ça peut être un vecteur, en tout cas intéressant pour le développement de ces filières. Donc voilà pourquoi aujourd'hui GCK a fait ce pari-là. Et en plus, voilà, sur une spécificité bien particulière à GCK, c'est aussi la partie économie circulaire et recyclage. On va un peu encore plus loin dans le bilan carbone en fait, des véhicules, voilà, en réutilisant des véhicules qui existent déjà. Oui, concernant Aura 2E, je ne sais pas si on fait le pari de l'hydrogène. Nous, on est par contre assez convaincus qu'il n'y a pas une solution technique qui existe pour la mobilité, mais pour les bâtiments, quoi que ce soit, ou pour la production d'énergie. On est vraiment, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur ces bouquets de solutions et essayer de comprendre quelle est la place de l'hydrogène qui pourra jouer un rôle, peut-être, c'est ce qu'on verra avec cette expérimentation, peut-être en montagne, avec le froid, la pente, ça va s'avérer plus intéressant qu'un bus électrique ou qu'un bus thermique, etc. Donc vraiment l'idée c'est d'essayer de comprendre cette place et puis de travailler avec les territoires qui se posent des questions pour essayer de leur amener quelques réponses. Alors, les réponses, ça peut être à travers des données sur des données énergie pour mieux comprendre les atouts et les faiblesses de leur territoire en termes d'énergie, mais c'est aussi, ce qui est très bien fait avec Tenerdis dans la Métis, c'est faire se rencontrer les collectivités et ceux qui proposent des solutions H2, et puis aussi d'essayer de travailler un peu sur le financement de ces expérimentations et aussi des infrastructures et des véhicules qui vont devoir circuler. Comment on peut y encore mettre 5 ans? Oui, côté Tenerdis, pour compléter ce qu'on a déjà pu dire, on a un enjeu qui est extrêmement fort d'ici 2050, on n'y est pas. Décarboner l'ensemble de nos actions, ça va demander l'effort de tout le monde et des solutions adaptées à tous les usages. Et c'est ça qui est intéressant. C'est surtout de se dire qu'il y a de la place pour toutes les énergies et pour toutes les technologies, à partir du moment où on a des usages qui sont variés, qui vont avoir des contraintes différentes. Et comme le disait Étienne, l'hydrogène fait partie de ces solutions du mix énergétique. Et on a besoin, pour que les choses avancent et pour que les choses soient les plus efficaces possibles, de savoir dans quelles conditions ça l'est, dans quelles conditions ça l'est moins. Et c'est à ce titre-là que les expérimentations de ce type sont vraiment cruciales pour avancer. Non, pour Solaris, c'est très simple. Tout d'abord, déjà, on est constructeur, mais on a rapidement compris que la transition énergétique ne se ferait pas qu'avec une seule énergie, que ce soit le GNV, que ce soit l'électrique, ça dépend de pas mal de paramètres. Si on prend déjà nationalement, ça va dépendre des différentes réserves naturelles que peuvent avoir certains pays. Récemment, on vient de découvrir du côté de Metz une belle poche d'hydrogène, donc peut-être que les choses vont se développer un peu plus vite là-bas qu'ailleurs.
On le voit, c'est différent pour l'Allemagne parce qu'il n'y a pas de centrale électrique, on est encore dans des choses. Donc en fait chaque pays va faire sa propre transition énergétique et il va falloir avoir une gamme qui réponde à l'ensemble des acteurs. Et puis on le voit régionalement, c'est la même chose, ça dépend de la volonté politique. En Aura, on sait que l'hydrogène est un petit peu poussé en avant, c'est pas le cas de partout. Et puis après, le troisième facteur, c'est le facteur économique. Étant conseiller municipal moi-même, on le voit, les recettes, on en a beaucoup moins, sont compliquées à aller chercher. Et du coup, la transition énergétique, tout le monde la veut, mais est-ce qu'économiquement on aura les moyens de la faire? Ça, c'est une autre question. Donc voilà pour nous. Attaway. Bertrand, tu voulais dire quelque chose pour le cluster? Oui, merci. Bertrand Cousin pour le cluster lémanique Évian. Donc nous, on est aussi une initiative qui a été initiée par la communauté de communes des Pays d'Évian. Et effectivement, en 2019, dans la création du cluster eau, on avait inscrit l'hydrogène dans nos statuts pour étudier l'eau vecteur d'énergie, pas seulement l'hydroélectricité, mais bien aussi tout ce qu'on pouvait turbiner au niveau des canalisations. Ce qui nous intéresse dans la démarche de l'hydrogène, c'est bien sûr en lien avec le choix stratégique de la collectivité d'agir sur les objectifs du développement durable, d'avoir une économie innovante, de l'éco-circularité également, et de se poser la question quels étaient les usages qu'on pouvait avoir de l'eau sur le territoire, notre bassin versant ici et Château d'eau de l'Europe. Maintenant la question reste posée, est-ce qu'il faut électrolyser l'eau ou alors est-ce qu'il faut la boire? Ça c'est philosophique, c'est aussi une question qu'on doit se poser. Et aussi les autres vecteurs hydrogène comme l'hydrogène gris, puisqu'on peut aussi en obtenir avec nos stations d'épuration, puisque c'est la chaîne de valeur de l'eau, c'est aussi le petit cycle de l'eau jusqu'à l'hydrogène gris, et puis probablement à part la méthanisation, l'hydrogène blanc dont on a parlé, les gisements d'hydrogène souterrain qui pourraient peut-être mettre un boost sur l'hydrogène dans la mobilité lourde, je pense. En tout cas, bravo à la collectivité pour ce bus qui est aujourd'hui 5 ans de travail, je pense, de son Cervoise pour le plan climat, air et énergie territoriale. Donc voilà, je pense que ça doit être la première à être heureuse, et moi le deuxième. Oui, donc bonjour à tous, Jean-Christophe Poirot pour Attaway. Effectivement, je vais démarrer aussi peut-être par remercier la communauté de communes et effectivement Sandra qui m'a parlé de son projet, je pense que c'était il y a à peu près 1 an en arrière. C'était une bonne idée, super ambitieuse. Et puis, j'allais dire, aujourd'hui on est là. Et on n'est pas dans une démonstration ou dans une présentation PowerPoint, mais on est dans l'hydrogène pragmatique, réel. Donc on démontre que ça fonctionne, donc ça c'est déjà une super première étape. Donc bravo et merci pour ça. Et puis le deuxième point que je voulais ajouter qui n'a peut-être pas été abordé concernant l'hydrogène, c'est la capacité que l'hydrogène a de stocker de l'énergie. Ça c'est aussi une valeur et une spécificité de cette magnifique molécule. On a aujourd'hui effectivement, dans le cadre de la transition énergétique et du développement du mix énergétique, des projets d'énergie renouvelable qui poussent un petit peu partout en Europe. Et on va se retrouver dans des situations où, à des heures comme celle-là, il fait beau, il y a des parcs solaires, on va se retrouver avec de l'énergie en masse qu'on ne saura plus écouler. Et en fait, l'hydrogène peut avoir aussi cette capacité de stocker l'énergie surproduite à un certain moment pour la restituer sous une forme ou sous une autre, à un autre moment où par contre le réseau est en tension. Et ça c'est une vertu, une capacité de flexibilité qui est super intéressante et que, en tout cas nous c'est des sujets qu'on regarde de manière à pouvoir utiliser aussi les électrolyseurs de manière intelligente en termes de flexibilité sur le réseau électrique. Donc voilà, je pense que c'était un point complémentaire à ajouter. Et puis, encore une fois, merci à tous pour cette journée, à votre disposition.